Il était une fois, et oui, car les belles histoires commencent toujours par « il était une fois ». Il était une fois, aux confins du temps et aux confins de notre monde, un pays merveilleux. Dans ce royaume, un jardinier aux mains expertes avait pour mission de cultiver les fleurs destinées à la maison du roi. Le jardin qu'il dirigeait était magnifique, car le jardinier savait tirer le meilleur de chaque plante, de chaque arbre qui lui était confié et tout particulièrement de chaque fleur. Il savait les amener à une parfaite floraison. Il savait leur permettre de développer leurs plus belles couleurs et leurs plus beaux parfums. Dans une serre, il entretenait des roses tout à fait particulières. Ces roses-là étaient exceptionnelles, tant par la beauté de leurs pétales délicatement oulés d'un filet doré, que par le parfum délicat mais persistant qui s'en dégageait. Ces roses-là étaient exclusivement réservées à la table du roi. Dans toutes ces roses, au moment de notre histoire, il y en avait une qui se distinguait particulièrement. D'abord par sa taille, qui était un peu trop grande au goût du jardinier, mais aussi parce que ses pétales avaient un léger défaut ou un surplus de grâce. En plus du liseré doré, ils étaient piquetés de paillettes. Cela rendait exceptionnelle cette fleur et, à dire vrai, elle en avait conscience. Lorsqu'elle s'ouvrait le matin, sous l'effet conjugué de la rosée et du soleil, son parfum se répandait. Et lorsque les rayons de l'astre faisaient luire l'ourlet et les paillettes dorées, alors toutes ses sœurs s'exclamaient « Que tu es belle ce matin, Rose !» Chaque jour, le jardinier venait cueillir dans la serre les fleurs destinées à la table du roi. Rose le savait. Elle avait grandi avec cette idée. C'était sa destinée. Être un jour à la table d'un festin pour réjouir le roi et ses invités par son parfum et ses couleurs. Chaque jour, Rose voyait le jardinier venir sélectionner les plus belles, les plus droites, les mieux ourlées, les plus parfumées d'entre ses sœurs. Mais ce n'était jamais son tour. Elle vit ainsi partir lilas, beauté, grâce et tempérance, et elle resta seule, avec les petits en bouton, qui n'avaient pas beaucoup de conversation, et ses aînés, que le jardinier conservait pour ses greffes. Et puis, un jour, elle en a eu assez d'attendre, assez de la serre de laquelle elle devinait le monde sans jamais le voir, assez d'être balayée par la même brise, assez de répandre son odeur pour le seul jardinier. Ce jour-là, le ciel était plus sombre que d'ordinaire, nuageux, orageux, et un vent taquin s'était engouffré dans la serre, profitant du fait que le jardinier avait laissé ouvert un ventail du toit. Il avait fait si chaud ces dernières heures. Rose se dit que c'était son moment. Alors, elle se laissa secouer par le vent et en accompagna même le mouvement en utilisant ses feuilles comme un gouvernail. À tel point que ses aînés lui dirent « Mais Rose, ce n'est pas le moment. Le vent va t'arracher, le vent va t'emporter, il te mènera bien trop loin. » Mais Rose souriait en disant « Je le sens bien, c'est un vent chaud, c'est un orage d'été. La pluie sera douce sur mes pétales. Laissez-moi partir, mes sœurs. Je sais que quelque chose m'attend. » Et ce qui devait arriver arriva. Un souffle un peu plus fort, Rose qui ploie, Rose qui se détache et Rose qui s'envole par le ventail ouvert. Combien il était exaltant d'être porté par ce vent, combien il était exaltant de sentir cette douce pluie d'été sur ce pétale.
Rose sentait le parfum qui montait de la terre, cette odeur brute et crue que la serre ne laissait que deviner. Un parfum d'inconnu, un parfum d'aventure. Sous l'effet du vent, les feuilles de rose s'agitaient dans tous les sens. Il était même un peu décoiffé. Mais la brise était tiède et c'était tellement étonnant de découvrir, se déroulant sous elle, ce monde qu'elle n'avait jamais vu qu'au travers du verre poli de la serre. Le vent la déposa doucement dans un jardin. Rose était exaltée et elle se dit: Ça y est, je vais voir le roi. Il va me reconnaître. mais au lieu du roi, c'est un joli jeune homme qui vint la ramasser. Il était poète et savait très bien parler aux fleurs. À l'apprenant, il déclara immédiatement un poème à la gloire de Rose. Il la serra doucement contre son visage, respira son parfum envoûtant et l'emporta chez lui. Une fois dans sa maison, le poète l'installa dans un joli vase près d'une fenêtre. Régulièrement, quand il passait à côté d'elle, il tapotait ses pétales et respirait son parfum. Rose se sentit flattée, très flattée, et se dit: Je ne suis peut-être pas chez le roi, mais ce jeune homme est un prince pour moi. Notre poète rédigea des sonnets, une ballade, un rondeau et même une ode à notre Rose. Il la trouvait si belle. Il célébra la perfection de ses pétales, chanta l'or de son ourlet, vanta la finesse de ses paillettes, le vert parfait de ses feuilles, la hauteur de sa tige et la perfection de son parfum. Cela dura quelque temps, puis un jour, un des camarades du poète vint chez lui et y vit Rose. Elle était déjà un petit peu moins fraîche, un petit peu froissée, mais son parfum restait délicat et subtil, incroyablement vivant. L'ami s'extasia en disant: Mais où l'as-tu trouvée? Le poète répondit: Elle est tombée un jour d'orage dans mon jardin. Elle s'est quasiment plantée dans ma pelouse. Incroyable, lui dit son ami. Peux-tu me la prêter? Tu la prêter? Mais pourquoi? Dit le poète en éclatant de rire. Elle est tellement parfaite, je voudrais la peindre. Oui, car comme tout poète qui se respecte, notre jeune ami avait pour confident un peintre de renom. Il lui céda Rose bien volontiers. Il prit quand même la peine de l'emballer dans du papier journal et plaça un coton humide sous sa tige pour qu'elle ne se dessèche pas. Il déposa un doux baiser sur les pétales de Rose et lui souhaita bon vent. Rose était inquiète et triste, même si le jeune peintre lui semblait tout aussi aimable que l'était le poète. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il lui fallait quitter la confortable maison dans laquelle on l'avait chérie. Était-elle déjà fanée? Le peintre habitait sous les toits d'une vieille bâtisse, sous une grande verrière que rappela à Rose la serre que l'avait quittée. Son atelier sentait la peinture et les vernis qu'il utilisait. La lumière qui tombait de la verrière, destinée à lui permettre de peindre, était vive et montra à Rose les dénouements de la pièce unique dans laquelle il vivait. Il plaça Rose dans un long soliflore, pile sous la grande verrière. Notre Rose eut un peu de mal. Le vase est trop serré et la lumière trop droite brûlait ses pétales, tandis que le vapeur de térébinthe lui faisait tourner la tête. Immédiatement, le peintre s'attela à son nouveau tableau. Il y passa des jours. Il contemplait Rose, l'observait, la célébrait. Il se réveillait même la nuit pour la respirer. Alors bien sûr, même si pour la faire entrer dans le vase à long col, le peintre avait dû arracher quelques feuilles et détacher des pétales desséchés, Rose se sentait aimée, admirée. Elle était la reine de cet atelier un peu misérable. Mais comme avec le poète, vint un moment où le peintre se lassa aussi de Rose. Trop d'esquisses griffonnées,
Le tableau principal achevé, Rose n'avait plus guère d'intérêt pour lui. Un jour où il devait se rendre à une fête, il lui trouva un nouvel usage. Il la plaça à sa boutonnière. Il savait que l'odeur enivrante de Rose lui attirerait des cavalières. Il retira Rose de son vase, ôta encore quelques feuilles et raccourcit sa tige pour qu'elle puisse s'adapter à sa boutonnière. Rose, cette fois, fut beaucoup plus inquiète. D'abord, elle eut mal, ensuite, elle commença à avoir peur. Qu'allait-il lui arriver? Pourquoi était-elle retirée de ce petit trône inconfortable sur laquelle on l'avait posée? Le peintre partit à la fête. C'était un bal de quartier. Tout le monde riait, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Il dansa tellement, il dansa si fort que Rose perdit des pétales. En serrant contre lui sa cavalière, le peintre lui écrasa même la tête. Elle se demanda ce qui se passait. Pourquoi ne la respectait-on plus? Pourquoi ne voyait-on pas à quel point elle était exceptionnelle? Avait-il oublié, lui aussi, ses pétales ourlés d'or? Ne voyait-il plus ses paillettes luire dans la nuit? Ne sentait-il plus son parfum parler d'un autre monde? À un moment, Rose vit même sur elle le regard du poète qui dit à son ami: « Ah, mais tu l'as donc gardé. » Oui, je l'ai prise aujourd'hui à la fête, mais elle ne me fera pas beaucoup d'usage. Effectivement, lors d'un pas de danse intense, voilà que Rose tombe de la boutonnière. Elle roula sous une table. Rose s'attendait à ce que le peintre vienne la chercher. Elle avait peur d'être piétinée par ses chaussures qui s'agitaient frénétiquement. Mais le peintre l'oublia. Et Rose passa la nuit seule sur le froid collant du plancher sale, dont l'odeur de l'alcool répandu et de la nourriture abîmée. Elle fut trouvée le lendemain par l'homme qui assurait l'entretien de la salle. Dans un premier temps, il manqua de la jeter avec les autres ordures qu'il avait ramassées. Le cœur de Rose se serra. Est-ce que ce serait cela sa vie? Elle était donc destinée à finir dans une poubelle, puis une décharge à ciel ouvert, dévorée par des oiseaux de proie. De profonds sanglots montèrent en elle et l'absurdité de son voyage déchira son cœur. N'avait-elle pas été destinée à orner la table du roi? Rose reprit courage quand elle vit que l'homme la regardait attentivement, qu'il respirait son parfum, caressait ses pétales. Une lueur que Rose connaissait bien s'alluma dans ses yeux, montrant qu'il reconnaissait sa beauté. Il se redressa et dit: « Ma belle, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire de toi. » Et il déposa Rose dans un verre plein d'une eau glacée qui lui fit du bien. Elle put étendre les quelques feuilles qui restaient sur sa tige et défroisser ses pétales. Une fois le ménage terminé, l'homme récupéra Rose. Elle fut de nouveau emballée dans du papier journal et il prit la direction de la vieille ville. Il lui fallut gravir de nombreux escaliers
et marcher dans des ruelles sombres pour arriver jusqu'à l'échoppe d'un fabricant de parfums. Il en poussa la porte. La pièce dans laquelle il entra était sombre et Rose eut beaucoup de mal à distinguer les choses. Mais ce qu'elle vit la terrifia. Une énorme machine de cuivre, bruyante et fumante, dont ses couleurs, une huile parfumée, et puis surtout, partout, des sacs de jute emplis de pétales, tandis que jetés au sol sans ménagement, les tiges sans tête des cadavres de fleurs semblaient lui hurler « Va-t'en, va-t'en tant qu'il est temps !» Sans ménagement aucun, un très vieil homme l'estirpa de son emballage et fonça son long nez crochu dans ses pétales délicats. Rose s'évanouit. La suite, elle la devina dans le grommellement de l'homme, le ménage, lorsqu'elle reprit ses esprits. Elle n'était plus assez fraîche pour servir à faire du parfum. Il avait trop attendu pour l'apporter. Et puis, il en faudrait plusieurs comme elle. Une seule, cela ne vaut rien. Le cœur de Rose hésitait entre la joie d'avoir échappé à une mort certaine et la profonde tristesse de constater qu'il ne restait rien de sa divine beauté. Elle était à nouveau couchée dans le papier journal et elle se laissa aller. Elle ne chercha même pas à comprendre où allait son nouveau propriétaire. Il ne marcha pas longtemps, mais s'arrêta, un peu plus loin, devant une autre boutique, tout aussi mystérieuse. L'homme entra d'un pas assuré. Il jeta Rose sur le comptoir et entama une discussion avec une femme qui semblait être la maîtresse des lieux. Coincée entre les feuilles du journal, Rose put voir le plafond et ce qu'elle vit la terrifia. Des fleurs, par centaines, par milliers, pendues la tête en bas. Est-ce donc cela ce qui allait lui arriver ? La femme s'adressa à l'homme d'un ton bourru. Elle avait l'air de bien le connaître et lui demanda : « Mais qu'est-ce que tu m'as encore apporté ? Tu ne vois pas que cette rose est déjà desséchée, quasiment en train de mourir ?» ?»« Je le sais, répondit-il, mais regarde comment ses pétales sont ourlés d'or. Regarde les paillettes, on les voit encore. Et surtout, son parfum, car aussi ténu soit-il, il reste incroyable. » La femme prit Rose, elle la porta délicatement à son nez, elle observa la lumière de sa fenêtre et dit : « Toi, je vais faire de toi quelque chose d'extraordinaire. » Et sans plus de considération, elle attacha Rose au plafond, elle aussi, tête en bas, elle aussi, en prison. Les fleurs étaient là, parfaitement silencieuses. Certaines gémissaient, juste quand un coup de vent tordait leurs tiges. Elles avaient le regard fixe de celles qui savent avoir tout perdu. Rose réussit à se tortiller pour s'adresser à une grande fleur de chardon qui semblait dominer les autres, tant par sa taille que par la couleur qu'elle avait conservée. Elle lui demanda : « Mais que faisons-nous là ? Qu'est-ce qui va nous arriver ?» C'est un petit brin de gypsophile qui lui répondit : « Oh, ne t'inquiète pas, tu finiras bien comme nous autres. Séché, desséché, nous serons transformés en bouquet éternel. C'est une bien belle manière de finir sa vie. » Mais Rose sanglota, s'agita, bougea et cria : « Ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas pour cela que j'ai été créée. Moi, je dois aller fleurir à la table du roi. » « Mais le roi vit à des années-lumière d'ici, » répondit la gypsophile. « Et surtout, tu n'es plus assez jolie. Tu ne portes plus assez de vie en toi pour entrer dans la maison du roi. » « Mais la femme a dit qu'elle ferait de moi quelque chose d'extraordinaire, » protesta Rose. « Extraordinaire pour elle, » dit une voix très ferme, celle de la fleur de chardon. « Tu es comme nous toutes ici. Au mieux, tu finiras dans un bouquet séché,
sur une table bourgeoise. Au pire, tu finiras sous une cloche de verre pour fleurir une tombe dans un cimetière. Alors arrête de t'agiter, fais comme tout le monde ici, renonce et tais-toi. La voix était glaçante et un grand frisson parcourut l'assemblée des fleurs. Rose comprit alors que c'était la fin de ses espoirs. En secret, dans le plus profond de son cœur, elle s'adressa au roi. Roi, c'est moi, Rose. Je suis tellement désolée de tout cela. J'étais destinée à vous réjouir et il ne reste rien de moi. Pardon, roi, pardon. C'est un tel gâchis. Le temps passa. Chaque jour, le vent qui s'engouffrait par la fenêtre et les vantaux vint dessécher Rose. Ses pétales ne tombaient pas plus que ses 2 dernières feuilles. Elles s'affadirent juste un peu et se recroquevillèrent. La propriétaire des lieux inspectait régulièrement Rose et elle semblait ravie de son travail. Et puis un soir, la gypsophile, très exaltée, lui annonça: « Tu sais quoi, Rose? Nous faisons partie du même grand projet. Nous allons orner la tombe d'un maréchal. On nous associera à d'autres dans une immense couronne qui sera protégée dans un coffre de cristal. Quelle joie de rendre hommage à un si grand homme! » Cette fois, le sang de Rose ne fit qu'un tour. C'en était trop. Rendre hommage après tout, pourquoi pas? Mais elle voulait être mêlée aux fleurs du bouquet d'une mariée. Pas finir sur un tombeau glacé. Autant être précipité à la mer par une bourrasque furieuse. Sa décision était prise. Elle fuirait. À partir de cet instant, Rose observa attentivement la pièce de laquelle elle était prisonnière. Elle remarqua que le lieu, comme la serre, était équipé de vantaux. Sur la façade et sur le toit qui était à nu, elle observa que la femme semblait respecter un code pour les ouvrir, un code lié au vent. Elle put noter que, parfois, quand celui-ci s'emportait trop, certains vantaux mal refermés laissaient s'échapper des feuilles. Pas des fleurs, car elles étaient trop bien attachées. Mais Rose avait beaucoup maigri et le fil qui la tenait ne la serrait plus vraiment. Une nuit, monta de la rue une odeur forte de terre, la même odeur qui est montée du sol le jour où Rose avait fui la serre. « La pluie !» murmura Rose. Le lendemain, un vent chaud vint agiter les fleurs, un vent léger et odorant, qui d'heure en heure se faisait plus fort. Rose remarqua que c'était comme s'il suivait un rythme. 1, 2, la troisième brise était toujours comme une vague prête à tout emporter. Rose se mit à compter. 1, 2, et au troisième mouvement, elle se tortilla et se laissa glisser de sa corde. Alors le vent se saisit d'elle, et dès la première fois, il l'emporta. Elle passa tout de suite par l'un des vantaux du toit, sous les yeux écarquillés des autres fleurs qui ne cherchèrent même pas à la retenir. Le vent tourbillonna, fit voler Rose de plus en plus haut, bien au-delà des toits de la ville par-dessus les prés. Un moment, elle crut même reconnaître le jardin qu'il avait vu naître et la serre où elle avait grandi. Le vent était chaud, le vent la portait. Il n'avait pas encore commencé à pleuvoir. Même si le ciel était gris, tout était apaisé. Rose se laissa porter. Elle aurait voulu que le vent l'engloutisse. Elle aurait aimé disparaître. Elle s'endormit ou s'évanouit. On ne sait pas très bien. Rose se réveilla dans la brise du soir. Le vent l'avait déposée sur un banc de pierre richement ouvragé. Rose soupira déçue.
Elle était donc encore en vie. Au-dessus d'elle, un immense cèdre du Liban agitait doucement ses branches. C'était comme un chant très doux. Rose referma les yeux et se laissa bercer encore. Le banc réchauffé par le soleil lui délivrait un peu de chaleur. Soudain, Rose entendit une voix profonde et à la fois très douce. Rose, Rose, mais tu es là? Étonnée, elle tenta de comprendre ce qui arrivait. Elle entrouvrit les yeux et elle vit debout un homme qui se tenait face à elle. Il était grand. Il était beau, il était majestueux et il connaissait son nom. Il poursuivit. Je t'ai attendu longtemps. Où étais-tu? Le cœur de Rose se serra car elle comprit que cet homme était le roi. Celui qu'elle avait rêvé de rencontrer toute sa vie se tenait devant elle. Mais elle était desséchée. Mais elle avait perdu ses couleurs. Rose tenta maladroitement de cacher la maigreur de sa tige avec les 2 feuilles qui lui restaient et une grande larme coula de ses yeux. Si au moins elle avait gardé un peu de son parfum. Mais le roi n'en avait cure. Il tendit la main, prit Rose et respectueusement respira la maigre senteur qui s'échappait de son cœur. Il caressa doucement ses pétales et la coucha sur son bras en disant « Mais où étais-tu » Rose ne savait plus. Rose s'abandonna, tandis que la pluie d'été, que le ciel avait retenue jusqu'alors, venait recouvrir le monde. Le roi porta Rose à l'intérieur de son palais. Il ordonna qu'elle soit placée dans un vase exceptionnel, que les serviteurs remplissaient des larmes de leur maître. Car le roi pleure à chaque fois qu'une de ses fleurs prend un mauvais chemin, à chaque fois qu'une rose est abandonnée, à chaque fois qu'on lui prend ses pétales, qu'on lui arrache ses feuilles. Au contact des larmes, Rose retrouva doucement vie. Ses pétales s'ouvrirent à nouveau, reprirent de la couleur. Elle sentit même une petite feuille pousser sur sa tige. Et un jour, il se dégagea d'elle un tel parfum que tous les serviteurs accoururent pour le sentir. Et c'est ainsi que Rose fut placée, non pas sur la table, mais dans la chambre du roi. C'est ainsi qu'elle répandit à jamais le parfum qui lui était destiné. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, tant sa conclusion est parfaite. Mais derrière ce dénouement merveilleux se cache un symbole plus profond. À travers ce cadeau, EZ37M et Elle International a voulu vous faire rêver, vous inviter à l'évasion, tout en déposant un message discret, presque chuchoté. Cette rose, c'est peut-être nous-mêmes. Comme elle, nous aspirons à la liberté, à l'espace, à une autre vie. Et pourtant, au fil des jours, le vent de la vie nous entraîne souvent bien loin,
parfois trop loin de la présence du Dieu vivant. Alors, nos cœurs se dessèchent, nos forces s'amenuisent, nos âmes se fragilisent. Mais dans son infinie patience, le roi des rois demeure là, veillant, attendant notre retour. Et ne nous attend pas pour nous juger ou nous blâmer, mais pour nous redonner sa vie, pour restaurer ce qui a été brisé, afin que nous puissions de nouveau répandre autour de nous le doux parfum de son éternité. Notre prière est que le souffle du Saint-Esprit te ramène aujourd'hui même auprès de ton roi, qu'il ranime en toi la vie véritable et que cette vie rayonne, déborde et se répande comme un baume de grâce autour de toi. Avec toute notre affection,